C'était censé être un après-midi paisible, rien de plus. Mais en un clin d'œil, tout a basculé, et ce qui devait être un simple retour au calme s'est transformé en cauchemar. Isabelle roulait dans un quartier huppé, au volant de sa Mercedes noire, savourant un moment rare de tranquillité après une journée marquée par des rencontres tendues. Le décor était digne d'un tableau, des rues bordées d'arbres majestueux, des pelouses méticuleusement entretenues, une lumière dorée filtrant doucement à travers les fenêtres des maisons élégantes. Rien ne semblait déplacé. Rien, si ce n'est le fait qu'elle était une femme noire dans une voiture de luxe. Et pour certains, cela suffisait à éveiller les soupçons les plus tenaces. C'est exactement pour cette raison qu'elle a été arrêtée. 2 policiers, aucune cause probable, aucune justification légale, seulement des préjugés bruts et honteux. Leur regard en disait long. Le mépris qui suintait de leurs yeux, le jugement dans leur posture, cette arrogance tranquille, forgée dans l'habitude du pouvoir mal employé. Puis le pire est arrivé. L'un d'eux lui a fait une proposition répugnante. Un pot de vin, déguisé en faveur, une menace voilée sous une offre apparemment amicale. Une tentative de chantage de la part de ceux-là même qui étaient censés assurer sa sécurité. Mais Isabelle, ancrée dans ses principes, forte, droite, inébranlable, a refusé. Et c'est à ce moment précis que les choses ont dégénéré. Insultes verbales, racisme sans filtre, misogynie crue. Elle a été menottée sans qu'on ne lui donne la moindre explication. Arrachée de force à sa voiture, traînée comme une criminelle, humiliée en pleine rue, devant des témoins silencieux. Mais ces 2 officiers ont commis une erreur monumentale. Ils ne savaient pas qui elle était. Ils ne voyaient pas la femme de pouvoir, d'honneur, de dignité qu'ils avaient face à eux. Ils ignoraient qu'ils venaient de s'attaquer à une haute responsable fédérale. Et une fois son identité révélée au poste de police, leur arrogance s'est effondrée comme un château de cartes. Les excuses ont afflué, maladroites, paniquées, mais le mal était déjà fait. Et le prix qu'ils allaient payer choquerait le pays tout entier. Ce qui avait commencé comme un abus de pouvoir allait se transformer en affaire nationale, avec une tournure si tranchante qu'elle semblait sortie d'un film. Le soleil baignait toujours le ciel d'une lueur dorée lorsque la Mercedes d'Isabelle glissa doucement sur la route tranquille. Tout semblait calme, presque cinématographique. Elle, au volant, femme noire d'une quarantaine d'années, dégageait une assurance tranquille. Son intelligence, son élégance et sa force se lisaient même à travers la simplicité de son tailleur sur mesure. Elle venait de quitter le siège régional du FBI, où elle occupait le poste de directrice adjointe. Une femme de principe, forgée par des années de service et de résilience. Dans sa voiture, une musique classique jouait doucement. Ses yeux exprimaient un rare soulagement. Elle rentrait enfin chez elle. Mais cette paix fut de courte durée. Dans son rétroviseur, elle aperçut les lumières rouges et bleues d'un véhicule de police. Une sirène brève perça le silence. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait pas accéléré. Elle n'avait commis aucune infraction. Calme et précise, comme quelqu'un qui connaît la loi, elle mit son clignotant, se rangea prudemment, coupa la musique, baissa sa vitre et attendit. Mais ce qui allait suivre allait marquer sa vie à jamais, et bientôt enflammer les médias nationaux. La voiture de police s'arrêta quelques mètres derrière. La portière grinça. Un homme en sortit. Rekowski. Une cinquantaine d'années, silhouette lourde, regard dur, teinté d'une amertume ancienne. Il scruta la voiture, puis ses yeux se plissèrent en voyant Isabelle. Une femme noire, seule, dans une voiture de luxe. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Derrière lui, l'officier Mark Jenkins, plus jeune, nerveux, d'un enthousiasme malsain, descendit à son tour. Rekowski marmonna quelque chose à Jenkins, plein de préjugés rances. Tu vois, Mark, femme noire, voiture de luxe. Y a un truc qui cloche. Jenkins hocha la tête, partageant le même préjugé toxique, que la richesse et la noirceur ne pouvaient pas coexister légalement. Rekowski s'approcha lentement de la voiture, son pas lourd chargé de jugement. Jenkins resta en arrière, main près de son étui, scrutant l'habitacle comme un prédateur. Isabelle suivait chaque geste. Chaque respiration. « Bonjour, madame, dit Rekowski, d'un ton faussement poli, saturé de mépris. Vous étiez au-dessus de la limite de vitesse sur ce tronçon. Un mensonge évident. Une excuse minable. Bonjour, officier, répondit-elle avec calme. Je crois que j'étais dans la limite. Y a-t-il une raison précise pour cet arrêt? Il l'ignora.
l'arrogance pleine de suffisance. Permis de conduire et papier du véhicule, lança-t-il sèchement. Elle tendit lentement la main, méthodiquement. Récupéra les documents de son sac et de la boîte à gants. Les passa par la fenêtre, sans détourner le regard. Sa posture transpirait la maîtrise. Rekowski feignit de les examiner. Il remarqua sa montre discrète mais coûteuse. Lut son nom à voix haute, Isabelle Sterling. Son regard inspecta à nouveau l'intérieur de la voiture. Belle voiture, dit-il, insinuant quelque chose de plus sombre. Ça a dû coûter une fortune. Que faites-vous dans la vie? Ce n'était pas une vraie question. C'était une attaque déguisée. Ma profession n'a aucun lien avec ce contrôle, répondit-elle calmement. Pouvez-vous me dire à quelle vitesse j'étais exactement? Jenkins fit lentement le tour de la voiture, la scrutant avec un regard fouilleur, provocateur. Une vraie mise en scène. Rekowski haussa les épaules. La vitesse n'est qu'un aspect. Vos vitres sont peut-être trop teintées. Et franchement, quelqu'un comme vous, dans une voiture comme celle-là, seul à cette heure-ci, ça soulève des soupçons. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait y avoir une activité irrégulière. C'était limpide, il inventait des infractions. Officier, dit Isabelle, sa voix se tendant. Mes vitres sont aux normes. Je rentre du travail. Rien ici ne justifie vos soupçons. À moins que vous n'ayez une preuve d'une violation réelle, je demande que vous me rendiez mes papiers. Rekowski inspira profondément. Il n'aimait pas être défié, surtout pas par quelqu'un qui n'avait pas peur. Il changea de stratégie. S'approcha davantage, baissa la voix, tenta de paraître affable, presque complice. Madame Sterling. Parfois, ces situations deviennent compliquées. Nous pourrions, par exemple, mettre la voiture en fourrière. Vous devrez vous présenter au tribunal, cela prendra du temps et de l'argent. C'est un véritable désastre. Kowski soutenait son regard, les yeux brillants. Pourtant, il ajouta d'un ton presque enjoué, mais c'est une belle journée, non? Il jeta un coup d'œil alentour. Nous avons presque fini notre travail. Peut-être que nous réglerons ça ici. Vous nous aidez un peu, nous vous aidons beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vint le geste. Sans dire un mot, Kowski frotta lentement son pouce contre son index. Ce geste, universel, ne laissait place à aucune équivoque, un pot de vin. La tension dans l'air devint suffocante, saturée de menaces tacites. Un basculement du pouvoir était en marche. Kowski, arborant un sourire cruel et condescendant, tendit la main vers le portefeuille d'identité de billets, d'un mouvement lent et délibéré. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'il voulait. Non loin de là, Jenkins feignait le désintérêt, mais ses yeux, durs et inquisiteurs, suivaient chaque mouvement avec l'attention d'un prédateur. Il attendait, silencieux, que l'inévitable se produise. Un frisson parcourut Isabelle. L'audace de cette demande était glaçante. Mais sa réponse fut aussi tranchante que l'acier. Elle avait déjà connu la corruption, affronté l'intimidation, mais jamais d'une manière aussi directe, aussi nue. La fureur grondait sous son calme apparent. Elle redressa le menton, planta ses yeux dans ceux de Kowski, et parla d'une voix aiguë mais ferme, inébranlable. Premièrement, je n'ai rien fait de mal. Deuxièmement, je ne soudoierai jamais un policier. Si vous avez une preuve, donnez-moi une contravention. Sinon, rendez-moi mes documents et laissez-moi partir. Elle marqua une pause volontaire, sa voix montant en intensité. Dès le début, vos actions témoignent clairement d'un abus de pouvoir, d'une discrimination manifeste, et d'une tentative d'extorsion. Choisissez très prudemment votre prochaine action. Ces mots claquèrent dans l'air comme une gifle. Kowski, qui misait sur l'intimidation, en resta figé. Il ne s'attendait pas à une telle résistance, encore moins de la part d'une femme qui le toisait avec une assurance glaciale. L'orgueil blessé déforma ses traits, laissant apparaître la rage sous le masque du professionnalisme. « Tu penses que tu peux me parler comme ça » beugla-t-il, le visage écarlate, les veines saillant dans son cou. Une femme noire dans une voiture de luxe. Vous êtes probablement une prostituée ou un mulet de la drogue. Et maintenant, vous voulez me faire la morale? Le venin raciste et sexiste dégoulinait de chacun de ces mots. L'atmosphère bascula. Jenkins, alerté par la tension grandissante, s'approcha de Kowski, les poings serrés. Il frappa le châssis de la voiture avec force, produisant un bruit métallique brutal,
destiné à intimider. « Écoutez-moi bien, mademoiselle, grogna-t-il. Isabelle ne broncha pas. La haine en elle était réelle, brûlante, mais sa posture resta droite, son ton autoritaire. « Vous avez dépassé toutes les limites. J'exige un avocat et je veux parler à votre commandant, maintenant. » Elle savait qu'elle s'exposait au danger, mais elle ne reculerait pas. Pas face à une injustice aussi nue, aussi perverse. Kowski ricana avec mépris. Un avocat? Un commandant? Non. Voici ce que je pense. Il se tourna vers Jenkins. Arrêtez-la. Résistance, trouble à l'ordre public, inventez quelque chose. Faites-la payer. Sans la moindre hésitation, Jenkins ouvrit brutalement la portière, saisit Isabelle avec violence. Elle ne résista pas. Elle savait que la moindre lutte physique leur offrirait un prétexte pour redoubler de brutalité. Elle descendit lentement de la voiture, la voix posée. « Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. C'est illégal. » Mais sa déclaration se perdit dans l'indifférence. Jenkins lui tordit le bras violemment. Elle cria de douleur alors que les menottes enserraient sa peau, froide, impitoyable. Kowski observait la scène avec une satisfaction noire, se repaissant de son agonie. « Je t'avais prévenu, susurra-t-il, l'entêtement ne fait que t'enfoncer davantage. » Puis, comme pour sceller sa victoire, il lui cracha une dernière insulte raciste, ignoble et déshumanisante, avant de claquer la porte de la voiture derrière elle. Dans le véhicule exigu, Isabelle resta immobile. Son regard fixait l'horizon, insondable. Le grillage ne l'effrayait pas. La rage bouillonnait en elle, mais son esprit était limpide. Chaque seconde de cette rencontre s'était gravée dans sa mémoire. Et elle savait, ce n'était que le début. La voiture de patrouille s'éloigna, laissant derrière elle la Mercedes Classe S, étincelante sous les derniers feux du jour. Kowski et Jenkins s'installèrent à l'avant, échangeant des plaisanteries vulgaires et des fantasmes sordides sur ce qu'il ferait d'elle au commissariat. Ils n'avaient aucune idée de qui ils venaient d'arrêter. La véritable tempête ne faisait que commencer. Ils arrivèrent au commissariat, un vieux bâtiment en briques, fatigué, niché dans un recoin oublié de la ville. Kowski et Jenkins traînèrent Isabelle comme si elle était une criminelle dangereuse, débordant de mépris et de suffisance. Dans un couloir humide, imprégné d'odeurs de moisissure, ils l'amenèrent jusqu'à l'accueil. Le sergent Miller, quinquagénaire aux cheveux grisonnants et aux lunettes épaisses, leva à peine les yeux de ses papiers. « Que avons-nous là » demanda-t-il, d'un ton las, comme s'il s'agissait d'une corvée de fin de service. « Du lourd, sergent. » lança Kowski, un sourire tordu aux lèvres. Résistance, trouble à l'ordre public, comportement suspect, tout le menu. Il jeta avec désinvolture le permis et l'immatriculation d'Isabelle sur le bureau. Jenkins, à côté de lui, croisa les bras, hilar. Le sergent Miller ajusta ses lunettes, scanna les papiers et commença à l'enregistrer dans le système. Mais quelque chose clochait. La femme face à lui ne ressemblait à aucun suspect habituel. Elle se tenait droite, calme, une dignité indéracinable dans sa posture. Son nom l'interpella, Isabelle Sterling. Ça lui disait quelque chose. Il entra le nom dans la base de données. Puis, il posa la question standard pour finaliser l'enregistrement. Et ce fut là que tout bascula. Avec une clarté glaciale, Isabelle répondit. Directrice adjointe du Federal Bureau of Investigation. Le silence qui s'ensuivit fut aussi brutal qu'un coup de tonnerre. Le stylo tomba de la main du sergent. Sa bouche s'ouvrit. Ses lunettes glissèrent. Il la regarda, puis l'écran, puis à nouveau elle, clignant des yeux avec une stupeur croissante, puis une terreur sourde. Le directeur adjoint du FBI, murmura-t-il, la voix tremblante, comme si ces mots lui brûlaient la gorge. Ce titre claqua dans l'air comme une détonation. C'était l'un des postes les plus puissants des forces de l'ordre aux États-Unis, juste en dessous du directeur lui-même. L'effet fut immédiat, ravageur. La panique s'installa, brutale, implacable. Mais ce qui allait suivre était encore pire. Kowski et Jenkins, jadis suffisants et arrogants, devinrent livides. Leurs visages perdirent toute couleur, figés comme s'ils venaient de voir la mort en face. En l'espace de quelques secondes, leur monde s'effondra. Le sourire de Jenkins se figea, puis se mua en un rictus déformé, presque grotesque. Lui et Kowski écarquillèrent les yeux, fixant Isabelle comme s'ils étaient confrontés à un spectre surgissant tout droit des flammes de l'enfer.
des gouttes de sueur glaciale perlaient sur leurs tempes et trempaient leurs uniformes. En un instant, la réalité les frappa comme une gifle. Ils n'avaient pas simplement interpellé une citoyenne. Non. Ils avaient insulté, menotté, tenté de faire chanter et de piéger une des plus hautes autorités du FBI. Ils avaient défié une force bien au-delà de leur compréhension. Leur carrière était morte. Et désormais, leur liberté même ne tenait qu'à un fil. Les genoux de Kowski fléchirent. Il chancela, vacilla, incapable de soutenir le poids de ce qu'il venait de comprendre. Le bruit sourd de leurs deux corps tombant à genoux résonna dans le silence pesant de la pièce. Leurs mains tremblaient, leurs épaules secouées de spasmes nerveux, tandis qu'ils fixaient Isabelle, toujours menottée, mais droite comme une statue vivante du jugement. Autour d'eux, le sergent Miller et plusieurs autres officiers restaient figés, muets, spectateurs impuissants de cette scène surréaliste. Kowski, le visage baigné de sueur et de larmes, leva les yeux, implorant. Sa voix était brisée, presque inaudible. « Mon Dieu, s'il te plaît, on ne savait pas, pardonne-nous. » Jenkins, encore plus ébranlé, s'effondra complètement. Il s'écroula au sol, secoué de sanglots. « Je suis désolé. Vraiment. C'était une erreur, un terrible malentendu. On ne savait pas ce qu'on faisait. Je vous en supplie, ne nous détruisez pas. On a des familles, laissez-nous une chance. » Leurs supplications, pathétiques et humiliantes, formaient un contraste brutal avec l'arrogance et la brutalité dont ils avaient fait preuve quelques instants plus tôt. L'atmosphère dans la gare était devenue irrespirable, chargée d'une tension viscérale. Mais Isabelle ne vacillait pas. Elle était calme, résolue. Son regard, empreint de mépris, les transperçait. Ignorant les deux officiers agenouillés, elle tourna lentement la tête vers le sergent Miller. Sa voix, lorsqu'elle parla, était ferme, limpide, chargée d'une autorité absolue. « Sergent. Enlevez-moi ces menottes, appelez immédiatement votre commandant et informez le bureau extérieur du FBI de cet incident. Je veux des agents ici. Maintenant. » Le sergent sursauta, comme s'il sortait d'un cauchemar. Ses mains tremblaient tandis qu'il cherchait fébrilement les clés. Une fois les menottes ôtées, il saisit le téléphone, balbutiant un rapport paniqué à ses supérieurs. Mais le vrai chaos ne faisait que commencer. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante. La directrice adjointe du FBI, Isabelle Sterling, avait été illégalement arrêtée, insultée, menacée et humiliée par deux policiers locaux. L'onde de choc fut immédiate. En quelques heures, des hauts responsables municipaux et fédéraux, dont le chef de la police et le maire, débarquèrent sur les lieux, visiblement honteux et tendus. Des agents fédéraux, menés par l'agent spécial en charge, investirent le bâtiment. Ils présentèrent des excuses formelles à Isabelle, qu'elle accepta d'un ton professionnel, sans émotion. Elle n'était pas là pour les excuses. Elle voulait justice. Rien de plus, rien de moins. Jenkins n'eut même pas le temps de comprendre. Lui et Kowski furent suspendus sans solde, désarmés, déchus de leurs insignes, placés en isolement strict. Les interrogatoires commencèrent immédiatement, menés par une task force composée d'agents des affaires internes, d'experts en corruption du FBI, et d'enquêteurs des droits civiques. Sous la pression écrasante des preuves, les deux hommes craquèrent vite. Chacun tenta pitoyablement de rejeter la faute sur l'autre. Une enquête exhaustive fut lancée. Les journaux de patrouille, les images de caméras piétons, les témoignages, les plaintes passées. Tout fut scruté. Leur dossier personnel dressait un tableau accablant. Kowski avait déjà fait l'objet de plaintes pour intimidation, Jenkins avait des antécédents d'usage excessif de la force. Face à l'ampleur du scandale, le ministère de la Justice et le procureur fédéral agissaient rapidement. Les chefs d'accusation s'empilèrent, violation des droits civiques, extorsion sous couleur de la loi, détention arbitraire, abus d'autorité. Le dossier Rejewski et Jenkins devint l'un des scandales policiers les plus retentissants du pays. La preuve était irréfutable. Le témoignage d'Isabelle, à la fois victime et haute autorité respectée, pesait lourd. Ses paroles résonnaient comme un appel à la justice. Les avocats de la défense tentèrent de plaider le stress professionnel, les défaillances systémiques. Mais le jury ne fut pas dupe. La brutalité des accusés était consciente, volontaire, calculée. Le verdict tomba comme un coup près. Les deux hommes furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation majeurs. Dans ses conclusions, le juge fédéral insista sur la gravité de leur trahison,
sur la manière dont ils avaient sapé la confiance du public, et sur le danger mortel que représente la corruption teintée de racisme au sein des forces de l'ordre. Il exigea une peine exemplaire, dissuasive. La sentence fut sévère, mais méritée, 15 ans de prison fédérale. La nature de leur crime, le statut de la victime, et l'impact national de l'affaire rendaient tout pardon impossible. Le verdict fut salué comme une victoire éclatante par les défenseurs des droits civiques et par de nombreux citoyens. Une victoire rare, mais réelle, contre les abus institutionnels. L'affaire entraîna une refonte radicale des pratiques dans plusieurs commissariats. Le poste où Jenkins et Kowski avaient servi fut placé sous surveillance fédérale. De nouveaux protocoles, des formations obligatoires, un suivi strict. Un tournant. Pour Isabelle Sterling, la justice fut rendue, mais le poids de l'épisode demeurait. Il révélait les fissures béantes d'un système qu'elle avait juré de protéger. Cela ne fit que renforcer son engagement. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, elle rentra chez elle. Le regard tourné vers l'avenir. Elle savait que son combat n'était pas terminé. Mais sa mission brillait plus fort que jamais, défendre l'égalité, faire triompher la justice, et rappeler au monde que le pouvoir ne confère jamais l'impunité. Son message final, gravé dans les mémoires, était limpide: personne, quel que soit son uniforme, n'est au-dessus des lois. Le pouvoir abusif et les préjugés seront toujours confrontés à la justice. Elle peut être lente, mais elle finit toujours par l'emporter.